Toi qui écoutes, prête l'oreille. Aujourd'hui, dans les histoires de Prête l'oreille, l'enfant qui traversait les murs. Écrit par Yac Rivet, raconté par Jérémy Poirier-Quinault. Musique, Jérémy Poirier-Quinault. Surtout, recommandait la mère à son fils, si un jour tu te sens l'envie de traverser les murs, surtout mon chéri, ne le fais pas. Jean ne comprenait pas. Il n'avait pas envie de traverser les murs. Quelle idée! Ne traverse jamais les murs, mon chéri. Non, maman. Son papa avait disparu avant sa naissance. L'enfant ne l'avait pas connu. Il a disparu dans un accident, disait la maman. Puis elle reprenait sa rengaine. Surtout, ne traverse jamais les murs. Est-ce qu'on peut traverser les murs ? Avait demandé l'enfant au maître d'école. Le maître estimait que non. Il avait raconté l'histoire d'un homme qu'on avait appelé le passe-muraille, parce qu'il traversait les murailles. C'était incroyable. Surtout ne traverse pas les murs, mon chéri. Non, maman. Pourtant, un matin, Jean se retrouva dans la salle de bain sans savoir comment. Encore mal réveillé, il sentit que quelque chose venait d'arriver. Il se regarda dans le miroir. Mais il ne se rappelait pas avoir ouvert la porte. Était-il passé à travers ? Il haussa les épaules, mais fit sa toilette. Sa mère avait préparé le petit déjeuner dans la cuisine. Jean lui demanda : « Tu crois qu'il a existé, le passe-muraille ?» À ces mots, la mère pâlit et lâcha la tartine qu'elle était occupée à beurrer. « Oh, mon chéri !» s'écria-t-elle. Jean la regardait sans comprendre. Elle tremblait et elle fut obligée de s'asseoir. « Maman, est-ce que tu es malade ?» La mère soupira en passant sa main sur son front. Un petit malaise. « Je vais déjà mieux. » Elle se leva pour presser son enfant contre elle. Surtout, ne traverse jamais les murailles. « Mais, dit Jean, ça ne se peut pas. » « Hélas, si, » soupira la mère. Puis elle se mit à sangloter et courut dans la salle de bain se passer de l'eau fraîche sur le visage. L'enfant était très étonné. À l'école, il se montra distrait. Il n'écoutait pas. Quand le maître lui demanda combien font 4 fois 3, il lui répondit « Vercingétorix ». La classe éclata de rire. Mais Jean, poursuivi par son idée fixe, demanda « Est-ce que le passe-muraille a existé ?» « Je ne crois pas, répondit le maître. C'est un conte de Marcel Aimé. Si tu as l'intention de traverser un jour les murailles comme lui, préviens-moi, j'aimerais assister à l'événement. Jean secoua la tête. Il n'avait pas l'intention de traverser les murs. Mais il était troublé. Il essayait de se rappeler ce qu'il avait fait ce matin au réveil. Il s'était mis debout. Il était encore endormi. Il s'était retrouvé devant le lavabo. Et il ne se souvenait pas d'avoir ouvert la porte. Était-il passé à travers ? Alors, il leva le doigt. « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» Il n'avait pas envie. Il voulait faire une expérience. Il s'enferma dans les cabinets. Il était debout, devant la porte. Il hésitait. Il pensait, si je fais un pas en avant, je vais m'écraser le nez sur la porte. Et ce fut soudain, plus fort que lui. Il fit un grand pas en avant, et sa main pénétra dans la porte comme dans de l'eau.
Il s'y enfonça la tête la première. Son corps suivit sans la moindre gêne. Jean était de l'autre côté. Il avait traversé la porte. La preuve, elle était fermée de l'intérieur. « Me voilà comme le passe-muraille », murmura-t-il. Il était très ému. Ses jambes tremblaient. Il se mit en marche vers la classe, mais il réfléchissait qu'il avait traversé une porte, pas un mur. Le passe-muraille traversait les murs. Je peux traverser les murs si je veux. Il s'arrêta dans le couloir. Il se rappelait une farce faite par le passe-muraille à son chef de service. Il avait passé sa tête à travers le mur, juste au-dessus du bureau de son chef, afin de lui crier des sottises. Le chef était éberlué. « Je ferai bien la même farce que lui », se dit Jean. Il en riait d'avance. Il ne doutait pas de parvenir à traverser le mur. Alors, il avança vers celui-ci, tête baissée, et s'y enfonça. Il passa la tête et les bras dans la classe, au-dessus de la table d'Arnaud et Jérémie. Jérémie, justement, avait la tête en l'air pour compter les mouches. Jean lui tira la langue. Jérémie ouvrit de grands yeux. Il tira le bras d'Arnaud pour le faire regarder en l'air. Jean leur fit un pied de nez. Les gamins poussèrent un cri de surprise et toute la classe releva la tête à ce cri. Arnaud et Jérémie désignaient le mur nu. Jean n'y était plus. Arnaud balbutiait. C'était Jean, c'était sa tête. Mais il nous faisait des grimaces, s'écria Jérémie. Le maître regardait le mur d'un air perplexe. Là, cria tout à coup Alexandre en désignant un autre emplacement sur le mur. C'était Jean qui venait d'y risquer le bout du nez. Alexandre l'avait repéré. Jean s'était retiré. Les élèves regardaient le mur nu. « Si ça se trouve, déclara Julien en parlant de Jean, il est comme le passe-muraille. »« C'est impossible, dit Monsieur Lebois, le maître d'école. »« Là, regardez !» cria Sébastien. La tête de Jean venait d'apparaître pour la 3e fois dans le mur, comme un trophée de chasse. Jean souriait. Tout le monde le regardait, en ouvrant les yeux et la bouche. Le maître s'approcha à pas lents, comme s'il redoutait que le phénomène ne se dissipe à son arrivée. « Jean, ça va ? » ?»« Ça va bien. »« Ça ne te fait pas mal ?» demanda Éléonore. « Non, je ne sens rien. » Le maître prit la main de l'enfant emmuré. « Viens par ici. » Il le tira dans la classe. On vit son buste apparaître, puis ses hanches et ses jambes. Ce fut l'occasion d'un fameux vacarme dans la classe. Les élèves entouraient le phénomène. Ils le touchaient pour vérifier qu'il était réel. Mais Jean riait. « Je suis comme le passe-muraille, je traverse les murs. » Le maître hocha la tête. « Prends garde de ne pas finir comme lui, » dit-il d'un air sentencieux. Puis il rappela la fin du passe-muraille. L'homme s'était engagé dans un mur. Il s'y était senti mal à l'aise. Ses épaules et ses hanches frottaient. Il s'y était englué. Il y était resté. « C'est dangereux d'être un passe-muraille, » conclut le maître. « Moi, je trouve cela agréable, » expliqua Jean. « Moi, je n'y arrive pas, » avoua Alexandre, qui venait d'essayer à plusieurs reprises de s'enfoncer dans le mur, mais n'avait réussi qu'à se faire une bosse au front. « Ma mère m'interdit de le faire, » dit Jean. « Elle a raison, » approuva le maître. « Imagine que tu te trompes de mur et que tu traverses celui qui donne sur la cour. Tu tomberais du 2e étage. » Les élèves n'avaient pas pensé à cela. « Tout de même, » dit Samuel, « ce serait amusant d'aller tirer la langue au directeur dans son bureau, acheva Thomas, son frère jumeau. » Ces deux-là pensaient la même chose. Quand l'un commençait une phrase, on pouvait être sûr que l'autre allait la finir. « Si nous terminions l'exercice de conjugaison, » suggéra le maître pour couper court aux éclats de rire. On se remit au travail. Mais comme tous pensaient au prodige, les résultats ne furent guère brillants. L'un avait écrit sur son cahier « Verbe passe-murailler au futur, je passe-muraillerai, tu passe-murailleras, etc. » L'autre avait écrit à l'imparfait « Je passe-muraillerai, tu passe-muraillerais, etc. » En lisant ses devoirs,
Le maître poussa une exclamation de colère. « Ah, vos passe-murailles sont pleins d'étourderies !» Il voulait dire vos devoirs. L'heure du déjeuner arriva. Les enfants demandèrent à Jean de quitter la classe en traversant le mur. Toute l'école connut bientôt l'existence du jeune passe-muraille. Les camarades l'escortèrent en bande joyeuse jusque chez lui. Ils lui demandaient de surprendre les gens dans les appartements. Et Jean s'introduisait ici ou là, en faisant d'affreuses grimaces aux gens attablés. Une fois, il trempa son doigt dans la purée d'un vieux monsieur qui resta tout saisi, la fourchette en l'air. La mère avait entendu le vacarme des enfants dans la rue. Elle comprit ce qui s'était passé. Elle tomba, assise sur une chaise. Il traverse les murs, lui aussi. L'enfant quitta ses camarades et entra en traversant le mur. « Maman, regarde ce que je sais faire !» La mère pleurait. Jean vint l'embrasser. « Ça ne me fait aucun mal, tu sais. » La mère sanglotait désespérément. « Il traverse les murs, comme son père. »« Quoi ?» dit Jean. Alors, la mère raconta tout. Le papa de Jean, c'était le passe-muraille. Monsieur Marcel Aimé n'avait rien inventé. Le passe-muraille avait existé. Il avait disparu une nuit dans une épaisse muraille à Montmartre, rue Norvin. Et il y était encore, à ce qu'on prétendait. On l'entendait gémir les nuits de pleine lune. « S'il y est encore, j'irai le chercher, décida Jean. « Mais c'est impossible, mon chéri. J'irai. Je le prendrai par la main. Je le décoincerai. Je peux entraîner quelqu'un dans le mur avec moi, regarde. » Il avait pris la main de sa mère et il la tira. Ensemble, ils traversèrent la cloison et se retrouvèrent dans la salle de bain du voisin qui était tout nu, en train de se doucher. Ils s'excusèrent et ressortirent aussitôt. La mère riait à cause de la tête que faisait le voisin. Mais l'instant d'après, elle secouait la sienne avec tristesse. « Tu n'arriveras pas à retrouver ton père, je ne sais même pas où il est. »« Je chercherai, » dit Jean. C'était nuit de pleine lune cette nuit-là. La mère et l'enfant se mirent en route. Ils prirent le métro jusqu'à la station Abbesse et de là remontèrent vers le Sacré-Cœur de Montmartre en consultant le plan. Ils demandaient leur chemin aux passants. Une fois, ils furent forcés de traverser un mur car ils s'étaient aventurés dans une impasse. Rien ne les arrêtait. Ils parvinrent enfin rue Norvin. Il était minuit. La rue était déserte. La mère et l'enfant s'immobilisèrent en tendant l'oreille. « Je n'entends rien, » murmura la mère. « Moi non plus, » chuchota l'enfant. Puis il réfléchit et il eut une petite idée. « À quelle heure papa s'était-il enfoncé dans la muraille ?» demanda-t-il. La mère l'ignorait. « Tu comprends ?» expliqua-t-elle en rougissant. « Il était venu me rendre visite chez moi. Nous étions fiancés. Il m'a quitté vers 1h30. Dans ce cas, nous allons attendre. » Ils s'assirent sur un banc. La mère, anxieuse, disait « Depuis le temps, il est probablement mort. » « Si les gens l'entendent, » répliquait l'enfant, « c'est qu'il est vivant. » Un sans-abri s'engaga dans la rue. Il chantait une chanson ancienne, en brandissant une bouteille de vin. Il remarqua la mère et le fils, et il s'approcha. « Hey, la petite dame, faut pas rester là. Sinon, vous entendrez Garou, Garou. » La mère eut un petit cri d'espoir. « Garou, Garou, c'est lui. Vous l'avez déjà entendu ?»« Si je l'ai entendu !» s'écria le clochard. « C'est des gros mots que je ne peux pas rapporter ici. J'ai entendu au moins 10 fois. Faut pas rester là. » « Pourquoi ?
Pourquoi demanda Jean. Parce que ça porte malheur. L'enfant haussa les épaules. Papa ne porte pas malheur. Ah, Fit le clochard. c'est ton père. Oui, dit Jean, et je vais le ramener à la maison. Hein? Dit le clochard en se débouchant les oreilles d'un doigt enfoncé dedans. Il croyait avoir mal entendu, mais soudain une sorte de plainte incompréhensible s'éleva d'une muraille. C'est lui, là, c'est Garou. Bon. S'écria le clochard en faisant un signe de croix à l'envers pour conjurer le mauvais sort. Il se mit à trembler. « Taisez-vous » lui dit Jean. Il s'efforçait de localiser la voix qui provenait du mur de pierre. Il se déplaça dans la rue. La mère avait porté la main à son cœur en entendant la plainte bizarre de Garou. C'était à peu près comme ceci. Enfin, à peu près quoi. Il m'appelle, balbutiait la mère. En effet, elle s'appelait Suzon. Je vais le chercher, dit Jean. Attends, s'écria la mère tremblante. Mais Jean avait fait un pas en avant vers l'épaisse muraille. La mère et le clochard le virent s'enfoncer dans la pierre. Le clochard en laissa tomber sa bouteille dans le caniveau, où elle se brisa. Putain. Jura-t-il. Jean avait disparu. La plainte de Garou s'interrompit. Le clochard se grattait la tête. « Je vous avais prévenu, Grommela-t-il. ça porte malheur. » Ah, taisez-vous, lui dit la mère. Ne répétez pas des... Elle n'acheva pas sa phrase, car le clochard avait poussé un cri d'effroi. Le doigt tendu, il désignait le mur. On voyait une main d'enfant en sortir très lentement, puis le bras, puis le corps. Mais cela se passait très lentement, comme si c'était difficile de s'extirper de cette muraille-là. On entendait l'enfant âner. La mère eut très peur en devinant quels efforts terribles il faisait. « Jean, il va y rester lui aussi !» Mais l'épaule et le visage de l'enfant reparaissaient. De l'autre main tendue, Jean remorquait péniblement quelque chose ou quelqu'un. La mère se précipita au-devant de son fils. « Mon chéri !» L'enfant l'écarta. « Ah, aidez-moi !» cria-t-il au clochard. Sa deuxième main venait de s'extirper du mur. Elle cramponnait une autre main plus grande, une main d'homme qui sortait des pierres à son tour avec difficulté. La mère vola au secours de son fils. Le clochard contemplait la scène fantastique d'un air abruti. « Aidez-nous !» s'écria la mère. Et le clochard accourut. Il écarta la mère pas assez forte et tira sur le bras d'homme qui émergeait du mur. C'est ainsi que, tirant, il fit apparaître l'épaule, la première jambe, le tronc, le visage, le second bras et la seconde jambe de Garou, le passe-muraille. Le clochard n'en revenait pas. Garou était libre. Il défripait son costume. Il s'accroupissait et sautillait sur place parce que depuis le temps qu'il était incrusté dans la pierre, il avait des fourmis dans les jambes. Tout à coup, Garou aperçut la femme qui se tenait dans l'ombre et qui le dévisageait. Elle avait vieilli, mais il la reconnut malgré tout. Il fit 3 pas vers elle, d'un air intrigué. « Suzon ?» demanda-t-il. Il n'était pas très sûr de lui. Mais la femme se mit à rire et à pleurer en lui ouvrant ses bras. Et il la serra fort contre lui. Il l'embrassait. Il caressait son front et ses joues. Il était heureux de la retrouver après ces années. La femme le repoussa doucement et lui montra l'enfant. « C'est Jean, » murmura-t-elle. « C'est notre enfant. C'est lui qui t'a sauvé. » Garou se retourna. Il dévisageait l'enfant. Soudain, il courut vers lui et le souleva dans ses bras, son menton piqué depuis le temps qu'il ne s'était pas rasé. Mais l'enfant était heureux, comme il ne l'avait jamais été, parce qu'il avait retrouvé son père.
La mère les pressait tous deux contre son cœur. Elle sanglotait et éclatait de rire en même temps. « Promettez-moi » s'écriait-elle. « Promettez-moi de ne plus traverser les murailles. » La famille riait, dansait, chantait en se tenant par la main. « Et moi alors ?» protesta le clochard. « C'est moi qui ai sorti ce vieux... » C'était la vérité. La famille lui fit fête et tout le monde s'en alla sabler le champagne dans le bistrot le plus proche. C'est depuis cette nuit mémorable qu'on ne peut plus entendre Garou-Garou à Montmartre. Il a déménagé. Il habite rue Marcel-Aimé. Il a repris son emploi de bureau, mais il ne traverse plus les murs. Jean, en revanche, les traverse encore. Mais il ne faut pas le répéter. C'était l'enfant qui traversait les murs. Une histoire de Jacques Rivet. Racontée par Jérémy Poirier-Quinault. Musique, Jérémy Poirier-Quinault. Dites, je me permets, peut-être aujourd'hui je pourrais faire la conclusion pour les petits-enfants qui nous écoutent. Comment ça, personne connaît ces histoires? Il y en a qui sont pas contents. Ah, c'est comme ça. Ils veulent qu'on raconte des histoires connues. Non, mais on en a marre des baguettes magiques et des sabres laser, non? Vous voulez peut-être que je fasse un vlog sur la dernière update de Fortnite? Non, mais vous m'avez pris pour qui? Ou bien que je vous explique comment on fait une porte en redstone? Ou bien comment respawner un dragon dans l'Ender? Sérieusement, des histoires, c'est ça qu'on fait ici. On raconte des histoires. Alors n'oublie pas, ferme les yeux et prête l'oreille.